Voilà, bienvenue à vous tous à ce webinaire du Rabat. Le Rabat est le réseau des acteurs bruxellois pour l'alimentation durable et donc on organise régulièrement des activités, parfois en présentiel, parfois en webinaire, pour les professionnels du secteur alimentaire à Bruxelles. Chez nous, l'accent est toujours mis sur le durable. Donc, on fait souvent des activités autour le bio, le local, limitation du gaspillage alimentaire, etc., etc. Mais aujourd'hui, on a invité Brucefo pour parler, d'entre autres, l'étiquetage des produits, toutes vos obligations légales, parce que c'est bien sûr aussi important, si vous voulez mettre un produit sur le marché, ça doit être conforme toutes les réglementations. Je ne vais pas en dire plus, je vais passer la parole à Jürgen et son équipe qui vont vous introduire dans l'univers merveilleux de la réglementation alimentaire. Voilà Jürgen, je te passe la parole. Dank u wel, Rob. Merci, Rob. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jürgen Denees, je suis le directeur de Brucefo et on essaiera de vous guider un peu dans la législation étiquetage, les obligations avant de pouvoir mettre quelque chose sur le marché, point de vue alimentation. Misschien heel even nog even in het Nederlands. Rob zei dat het tweetalig is. De eerste slide is tweetalig, maar we hebben ervoor geopteerd om de slides eentalig te houden in het Frans, om ze niet te overladen qua informatie. Maar voor de Nederlandstaligen, u mag gerust de vragen in het Nederlands stellen. Als er iets niet duidelijk is, ook via de chat in het Nederlands vertaling vragen. En achteraf zullen we ook de slides in het Nederlands ter beschikking stellen op het einde van het webinar. Dus onze excuses voor het eentalige uitleggen in het Frans zo meteen. Et donc, le webinaire sera en français, mais on met à disposition les slides dans les deux langues par après. On vous invite de poser des questions. Donc, on a déjà reçu 4 questions qu'on a déjà intégrées dans la présentation. Kevin est en face de moi pour noter toutes vos questions. Si une question peut être traitée lors d'explication d'un slide, on va les intégrer. Sinon, on va répondre les questions à la fin du webinaire, sauf si une question est trop spécifique ou qu'il faut encore une recherche pour pouvoir répondre. Alors, on s'engage de vous envoyer la réponse par la suite par mail. Et de temps en temps, vous allez voir un picto d'un petit microscope. Donc, ça veut dire lors de la présentation que là, il y a des analyses qui sont possibles ou parfois nécessaires et qui sont offertes ou qui se trouvent dans notre scope ou dans notre offre d'analyse. Voilà. Je crois qu'on peut lancer. Donc, on est parti pour plus ou moins 1 heure. Mais donc, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour vous. Donc, Brucefo, c'est Brussels Center for Food Expertises, ou en français, le Centre bruxellois d'expertise alimentaire. Ça, je viens de vous expliquer. Au programme aujourd'hui, on va d'abord passer un tour en bref ce qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait. On va passer un grand mot sur l'étiquetage. On va toucher le sujet de HACCP et on va terminer avec la qualité microbiologique et plus en spécifique comment on peut déterminer la date limite de consommation ou la durabilité minimale. Donc, quelques généralités. Donc, on est un service public. Donc, on fait partie du service public régional de Bruxelles et là, on fait partie de Bruxelles Économie et Emploi. On est au service du secteur alimentaire bruxellois, donc notre mission est vraiment de vous soutenir, de vous aider pour que vous puissiez mettre quelque chose sur le marché de qualitatif, pour qu'on ait un pouvoir concurrentiel vis-à-vis des autres régions ou des autres pays. Et donc, on n'a certainement pas d'un rôle d'inspection comme l'AFSCA, mais vraiment un rôle de soutien. Donc, ça veut dire, même si un résultat d'une analyse est mauvais, ce n'est pas grave, on va vous aider à améliorer le produit ou chercher la cause d'une analyse non conforme. On est situé à Anderlecht, donc le zoning industriel, et depuis 2004, on est accrédité. C'est une norme de qualité de nos activités.
Donc, qu'est-ce qu'on offre aux clients? Donc, on peut offrir donc, un accompagnement personnalisé avec des conseils et avis. Et on peut également offrir des analyses, donc des analyses chimiques et des analyses microbiologiques. Et ça, sur toutes sortes d'aliments. Donc, n'importe quoi, on peut en général vous aider. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait comme analyse? Donc, pour la microbiologie, c'est la qualité microbiologique, la date limite de consommation, des analyses dans le cadre HACCP, des analyses potabilité d'eau. Et point de vue chimie, c'est surtout la valeur nutritionnelle, donc qui cadre dans l'étiquetage, les allergènes, les contaminants. Les autres analyses chimiques, par exemple la teneur en alcool ou la teneur en conservateur, où on peut voir la conformité à la législation. Donc, certains types de produits ont des exigences spécifiques qui sont définies dans la législation. Donc, pour l'accompagnement personnalisé, on va toujours essayer de se mettre ensemble avec les clients. Donc, on va vous inviter pour un rendez-vous gratuit ici sur place. On essaie d'écouter quels sont vos besoins. Si nécessaire, on va vous proposer une série d'analyses. Si on sait vous aider sans les analyses, on va le faire parce que ce n'est pas notre but de gagner l'argent sur votre dos. On va lancer les analyses, interpréter les résultats avec vous. Et si nécessaire, suite aux résultats des analyses, on peut discuter des points d'amélioration ou on peut faire des suggestions pour améliorer votre processus. Mais tout est sur mesure, donc selon vos besoins et selon votre budget. Ça peut consister en quoi? Donc, l'accompagnement, les conseils, donc on peut vous aider avec le développement de la recette, la mise en place du plan HACCP, du plan analytique, l'accompagnement pour l'étiquetage. Donc, on ne va pas créer l'étiquette pour vous, mais on peut vous guider là-dedans. On peut vous accompagner dans la gestion des allergènes, comme on sait bien que c'est quand même une thème très spécifique et parfois difficile aussi. L'accompagnement dans la détermination et prolongation de date limite de consommation. Donc, parfois, avec des simples petites actions, on peut prolonger la date limite de consommation. Et aussi, on peut vous accompagner dans la veille de votre qualité ou améliorer la qualité de vos produits. On a fait une petite feuille de route où, avant de pouvoir mettre quelque chose en vente, donc dès que vous avez une idée de vouloir produire quelque chose et le vendre, il y a quand même certaines étapes à suivre. Donc, en gros, il faut voir que l'administration est en ordre, que vous avez un numéro de TVA, un business plan. Là, il y a par exemple les collègues de 18-19 qui peuvent vous aider. Il y a des subventions, donc nos collègues de aides aux entreprises chez le SPRB, Bruxelles Économie et Emploi, eux, ils sont là pour vous donner des sous. Il faut voir pour être en ordre avec l'AFSCA, donc soit un agrément, une autorisation ou un enregistrement. Il y a certaines exigences AFSCA avec, entre autres, le plan autocontrôle HACCP qui sont obligatoires. La recette doit être développée, la qualité microbiologique doit être en ordre de votre produit. Il faut voir que l'étiquette répond aux exigences. Parfois, pour certains produits, il y a encore la législation spécifique. Par exemple, l'huile d'olive ou un beurre ou le café sont tous des produits qui ont des exigences spécifiques. Et par la suite, on peut mettre en vente le produit. Donc, on va commencer avec l'étiquette. Comme on sait quand même que c'est une réglementation pas très facile ou quand même très complexe à comprendre. Et donc, on fait référence au règlement 1169 de 2011 d'Europe. Vous pouvez le rechercher sur Google en tapant 1169/2011 et là, vous allez tomber sur ce règlement. Et donc, c'est le règlement qui va déterminer qu'est-ce qu'on doit faire pour donner les informations nécessaires au consommateur pour que le consommateur puisse faire le choix propre ou un choix correct pour acheter le produit qu'il ou elle veut. L'article 9, c'est peut-être l'article le plus intéressant ou le plus important de cette législation. C'est l'article qui définit les 12 mentions obligatoires qu'il faut mettre sur l'étiquetage ou sur votre étiquette. Mais ce n'est pas toujours obligatoire de mettre tous les 12 sur votre étiquette. Mais on va passer chaque mention individuellement maintenant.
Donc, il y en a 12. Donc, les premiers 6, c'est la dénomination de l'aliment, la liste des ingrédients, des allergènes, la quantité de certains ingrédients, la quantité nette et la date de durabilité minimale ou date limite de consommation. Les autres 6, c'est les prescriptions spéciales de conservation ou d'utilisation, le nom de l'exploitant, le pays d'origine ou lieu de provenance, les consignes d'utilisation si nécessaire, la teneur en alcool et la mention de la valeur nutritionnelle. Quelques généralités qui sont quand même obligatoires pour l'étiquette. Donc, l'étiquette doit se trouver où les informations, les 12 mentions doivent se trouver sur une position visible, un texte lisible, dans une encre indélébile. Et donc, il y avait une question de quelqu'un, si on pouvait utiliser des tampons ou l'écriture manuscrite. Oui, à condition que c'est avec une encre indélébile. Pour la taille de vos caractères, donc là, ça dépend de la surface la plus large de votre produit. Donc, si la surface la plus large a plus que 80 cm², donc la taille X doit être au moins 1,2 mm. Si c'est inférieur à 80 cm², c'est 0,9 mm. Et ça doit être dans une langue facilement compréhensible pour les consommateurs. Donc, dans le cas ici en Belgique, au moins en néerlandais et en français. Pour être très correct et très juste, il faut aussi l'allemand. Mais là, OK, ça va peut-être prendre beaucoup de place sur votre étiquette. Donc là, il y aura une tolérance. Mais donc, pour être très juste, c'est dans les 3 langues. Quelques exceptions en gros. Donc, si on parle des denrées alimentaires non préemballées, parce que la législation parle surtout des denrées alimentaires préemballées. Mais donc, quand il s'agit d'un produit non préemballé, il faut mentionner que les allergènes à la vente. S'il s'agit de la vente à distance, il faut mettre tout ce qui est obligatoire, sauf la date limite de consommation ou date de durabilité minimale. Donc, vente à distance, ça veut dire, par exemple, un web shop. Là, il ne faut pas à chaque fois adapter vos données sur base de nouveaux lots. Donc, il ne faut pas à chaque fois adapter la date limite de consommation. Si vous utilisez des distributeurs automatiques, il ne faut rien mettre sur l'appareil. Les bouteilles en verre sans étiquette, là, il faut mettre au moins le nom, les allergènes, la date limite de consommation, la quantité et la valeur nutritionnelle. Pour les emballages avec une surface moins que 10 cm², là, ça suffit de mettre le nom des allergènes, la date limite de consommation et la quantité. Et il faut pouvoir présenter la liste des ingrédients sur demande ou via un autre moyen. Et des boissons avec plus que 1,2% d'alcool doivent mettre tout ce qui est obligatoire, sauf la valeur nutritionnelle. Donc là, il y a une exception de ne pas devoir mettre la valeur nutritionnelle. Donc, le premier qui est obligatoire, c'est la dénomination. Donc, c'est la dénomination légale. Donc, le nom de votre produit. S'il n'y a pas de nom légal pour votre produit, on utilise le nom usuel. Et s'il n'y a même pas de nom usuel, on peut utiliser un nom descriptif. Le plus important est que c'est clair pour le consommateur de quoi il s'agit quand le consommateur veut acheter votre produit. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de prendre en tête lors de toute la réflexion pour l'étiquette. Donc, il faut pouvoir donner toutes les informations nécessaires au consommateur pour pouvoir faire le choix. Donc, quand vous êtes en doute, est-ce qu'il faut mettre quelque chose ou pas? Tenez ça en tête. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que le consommateur puisse faire son choix? La liste des ingrédients, c'est obligatoire également. Il faut le mettre dans l'ordre décroissant. Donc, on met d'abord des ingrédients avec les pourcentages les plus élevés jusqu'au l'ingrédient avec le pourcentage le moins élevé. Donc, si vous voyez par exemple dans dans un produit où l'eau est le premier ingrédient, ça veut dire que c'est l'ingrédient principal de votre produit. Les allergènes doivent être mis en police claire ou en gras. Et donc, ici, vous avez un exemple. Il y a du blé, donc des gluten. Il y a des produits laitiers dedans, le soja, des œufs.
Donc, tout est mis en gras, comme ce sont des ingrédients qui se trouvent dans le produit. Donc, ça, c'est quand même très important. Donc, si un ingrédient, c'est également un allergène, il faut le mettre en gras pour quand même signaler aux gens avec une certaine allergie que l'allergène est présent. Il y a aussi des situations où il ne faut pas mettre la liste des ingrédients. Voilà ici la liste, mais on peut en discuter plus en profondeur sur base de votre propre projet lors d'un rendez-vous, par exemple. Et donc, à la suite, n'hésitez pas de prendre rendez-vous chez nous pour discuter votre projet en détail. Comme ça, on peut vraiment parcourir la législation en détail sur base de votre situation, votre type de produit, et comme ça, vous aurez toutes les infos nécessaires. Je vois une question entre-temps. OK. Donc, si je désire fournir mes produits à des cantines, donc là, je crois qu'on l'a ici. Donc, denrées alimentaires non préemballées, donc il faut mentionner les allergènes au moment de la vente dans la cantine. Puis, il y a les allergènes. Donc, c'est un sujet très important et c'est obligatoire de le mentionner sur l'étiquette. Donc, ou bien, comme je viens de dire, ça fait partie de la liste des ingrédients. Alors, il faut le mettre en gras dans la liste des ingrédients. Ou bien, il y a une possibilité d'une contamination croisée, une contamination qui est présente dans vos produits matières, par exemple. Là, on doit mettre peut contenir trace de ou contient trace de ou produit dans un atelier ou donc c'est selon votre situation. Donc il y en a 14 allergènes, donc je les ai cités là dans le slide. Et c'est quand même très important d'avoir une bonne gestion des allergènes dans votre atelier parce que ici on parle quand même de la santé et de la vie de vos consommateurs. Parfois, il faut mettre la quantité de certains ingrédients. Donc, si l'ingrédient figure dans la dénomination de la denrée alimentaire, par exemple, si on veut mettre sur le marché une confiture aux fraises, il faut quand même mentionner la teneur en fraises dans la liste des ingrédients. Si l'ingrédient est mis en évidence dans l'étiquetage, par exemple, une belle photo des fraises dans sur votre étiquette, mais il y a peu de fraises dans le produit, ça peut causer quand même une, comment dire, les consommateurs n'ont pas l'info nécessaire pour pouvoir faire le choix parce que là, ils croient qu'il y a des fraises dedans. Donc, c'est important de mettre la teneur en fraises dans la liste des ingrédients. Ou si l'ingrédient est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire, par exemple le chocolat, et donc le chocolat pur, là c'est quand même une caractéristique de la qualité de votre produit. La quantité nette, donc il faut mettre la quantité nette sur votre produit, donc en litres, centilitres, millilitres, kilogrammes au gramme. Il y a un arrêté royal qui décrit les exigences, donc c'est l'arrêté royal du 28 décembre 79. Vous voyez là le symbole E, qui n'est pas un symbole E normal, et donc c'est vraiment ça a des caractéristiques spécifiques. Donc là, il faut voir avec votre graphiste qui fait l'étiquette. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Donc, avec le symbole E, vous ne devez pas à chaque fois avoir pile 500 grammes dans l'emballage. Donc, ça veut dire que, quand on prend l'exemple de 500 grammes, que chaque produit doit être dans l'intervalle de 485 grammes et 515 grammes et que la moyenne de 20 emballages doit contenir au moins 500 grammes. Et donc, ça vous donne quand même une certaine tolérance, une marge pour, par exemple, quand vous utilisez des machines qui vont doser ou remplir l'emballage d'une façon automatique, il y aura toujours une petite erreur dans la quantité. Donc là, vous auriez une tolérance.
Ce qui est également obligatoire, c'est la date durabilité minimale et la date limite consommation ou la date de congélation. La date de durabilité minimale, c'est pour des produits plus ou moins stables, donc des produits qu'on peut conserver pendant quelques mois ou au moins quelques semaines. Donc là, il faut mettre à consommer de préférence avant le et puis le jour plus mois. Ou bien, on peut mettre à consommer de préférence avant fin et puis le mois. Et donc, c'est encore accompagné par la date ou bien une référence à l'endroit où se trouve la date. Donc, ou bien on dit à consommer de préférence avant fin mai, ou bien à consommer de préférence avant fin, voire couvercle, par exemple. Et donc, comment est-ce qu'on compose la date? Donc, quand la durabilité minimale est moins que 3 mois, il faut mettre le jour plus le mois. Si c'est entre 3 mois et 18 mois, il faut mettre le mois plus l'année. Si c'est plus que 18 mois, l'année suffit pour mettre la date durabilité minimale. S'il y a des exceptions, mais là, donc vous pouvez le lire dans le PowerPoint par la suite ou bien lors d'un rendez-vous ici sur place. La date limite de consommation, c'est pour des produits très périssables. Là, il faut mettre à consommer jusqu'au, plus soit la date, soit une référence, et donc voir couvercle, plus une description des conditions de conservation, conservé au frigo par exemple. Et il faut mettre jour plus mois. L'année n'est pas vraiment nécessaire parce que les consommateurs savent bien que c'est que question de quelques jours ou quelques semaines et pas question d'une année pour conserver le produit. Et il faut le mettre sur chaque portion individuelle préemballée. Donc ça, c'est quand même important. Donc si vous de le faire sur chaque portion. Si vous avez congelé le produit, il faut mettre la date de congélation. Donc, il s'agit des viandes et préparations congelées et des produits non transformés de la pêche congelée. Là, il faut mettre produit congelé le, avec soit la date, soit de nouveau la référence à l'endroit où se trouve la date. Et là, il faut à chaque fois mettre jour plus mois plus année. Donc là, l'année est quand même important, comme on peut conserver le produit quand même assez long quand c'est congelé. Parfois, il faut mettre des conditions de conservation, donc proches du date de durabilité minimale ou date limite de consommation, et autres consignes si nécessaire. Les données de l'exploitant, donc là, il faut mettre le nom ou raison sociale plus l'adresse. Et donc, c'est celui qui met sur le marché le produit qui est responsable. Pays d'origine, ce n'est pas toujours nécessaire, donc c'est que obligatoire si le produit bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée ou si le consommateur est induit en erreur pour la non-mention. Donc, si par exemple, c'est un produit qui est cru d'être d'origine d'un certain pays, mais c'est produit ici en Belgique, alors ça peut quand même confuser le consommateur. Au cas de viande, c'est obligatoire. Et si le pays d'origine n'est pas le même que le pays d'origine de l'ingrédient principal, il faut le mentionner séparément. Quand il y a de l'alcool dans le produit, il faut le mettre en pourcentage d'alcool en volume. Donc, c'est la teneur de millilitres d'alcool sur 100 millilitres de votre produit. Pour des boissons titrant plus que 1,2% d'alcool. Et donc, comme vous voyez, l'alcool, c'est par exemple une analyse qu'on fait souvent parce que c'est important d'avoir une teneur correcte sur l'étiquette. Et pour les produits distillés, c'est aussi important d'avoir la teneur correcte pour, par exemple, les axes. Puis, on a la déclaration nutritionnelle. Donc, c'est le petit tableau que vous trouvez souvent sur les produits. Ce n'est pas toujours obligatoire, heureusement. Je dis heureusement parce que pour déterminer la déclaration nutritionnelle ou la valeur nutritionnelle, ça peut coûter plus ou moins cher si on doit le faire par analyse. Mais donc, le minimum qu'il faut mettre
si la déclaration nutritionnelle est obligatoire, c'est la valeur énergétique en kilocal et en kilojoules, la teneur en graisse et les acides gras saturés, la teneur en glucides et les sucres, la teneur en protéines et la teneur en sel. Donc ça, c'est obligatoire de le mettre si la déclaration nutritionnelle est obligatoire. En plus, vous êtes libre à mettre encore des mentions supplémentaires. Donc, entre autres, la teneur en acides gras mono et polyinsaturés, les polyols et l'amidon, les fibres alimentaires, les vitamines et les sels minéraux. Donc, les fibres alimentaires, là, on vous conseille quand même de les mettre sur l'étiquette dès qu'il y a quand même une certaine teneur de fibres alimentaires présentes, parce que les consommateurs aiment bien acheter des produits avec des fibres alimentaires, comme c'est quand même bien pour la santé. Et il faut toujours exprimer la teneur par 100 grammes ou par 100 millilitres. C'est facultatif que vous pouvez le mettre par portion, mais au moins il faut le mettre par 100 grammes ou par 100 millilitres. Il y a 3 approches qui sont permises par la législation. Donc, ou bien on fait un calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées, par exemple via le site internubel.be. Donc là, vous trouvez pas mal de types de produits avec la marque et le type de produit avec les valeurs que vous pouvez utiliser comme référence, ou bien vous faites un calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues. Donc, par exemple, quand vous n'avez que 3 ingrédients, vous pouvez aller rechercher quelle est la teneur en graisse, sucre, protéines de chaque ingrédient et puis faire le calcul pour la totalité de votre recette. Ou bien, on peut le faire par analyse. Donc, quand il s'agit des produits très basiques, pas trop transformés, pas trop chauffés, les calculs seront suffisants et là, vous auriez des valeurs fiables et correctes. Donc là, ce n'est pas toujours nécessaire de faire des analyses. Dès que le produit est fort transformé ou chauffé, là, on a quand même constaté que il y a quand même on peut avoir une différence entre 30 et 50% entre la valeur obtenue par calcul et la valeur obtenue par analyse. Donc là, c'est quand même important de quand même effectuer des analyses. Si on fait les analyses, donc on va vous déterminer la teneur en graisse, acides gras, les teneurs en sucre, protéines, en sel, les fibres alimentaires, les vitamines et les minéraux. Et puis, il y a encore 2 valeurs qui seront calculées. Donc, c'est la valeur énergétique qui sera calculée sur base des autres valeurs et la teneur en glucides sera aussi calculée sur base des teneurs de graisse, sucre, protéines et fibres. Les résultats sera un petit tableau comme qui est mentionné ici, donc avec les valeurs et les références dans 4 langues, donc en néerlandais, français, anglais et allemand. Comme ça, vous pouvez faire un copier-coller sur votre étiquette et que vous êtes à l'aise avec les mentions correctes et les teneurs correctes. Il y a aussi certaines exceptions, donc ce n'est pas toujours obligatoire de mettre la déclaration nutritionnelle. Donc, quand il s'agit des denrées alimentaires non préemballées, il ne faut pas mettre la déclaration nutritionnelle. Quand la surface la plus grande de votre produit est moins que 25 cm², pour des boissons avec une teneur en alcool plus que 1,2% d'alcool, donc là, ce n'est pas obligatoire de mettre la déclaration nutritionnelle. De plus, il y a certains types de produits, donc des produits assez simples. Là, je ne vais pas aller dans les détails. De nouveau, encore des exceptions. Mais il y a aussi des exceptions sur base de votre société ou sur base de vos activités. Donc, les denrées alimentaires fournies directement par le fabricant en faible quantité au consommateur final ou établissement de détail local. Donc, ça veut dire qu'on quand vous vous limitez sur la région Bruxelles ou plus loin, même Flandre et la Wallonie avec, ça peut encore être considéré comme à la proximité. Et les faibles quantités sont définies par des micro-sociétés et vous avez maximum 4 personnes employées dans votre société. Donc là, vous n'êtes pas obligatoire de mettre la valeur nutritionnelle ou la déclaration nutritionnelle.
Donc, pour beaucoup de starters ou des startups, il y aura l'exception alors de ne pas devoir mettre la déclaration nutritionnelle. Donc, ça vous gagne quand même un travail à faire au début de vos activités. Donc maintenant, on a parcouru tout ce qui est étiquetage. Je ne vois pas d'autres questions entre-temps, mais donc Kevin est encore toujours disponible pour vous noter les questions. Donc normalement, les 4 questions qu'on a eues par mail sont déjà discutées lors du PowerPoint, et puis la question supplémentaire aussi. Voilà. OK. Donc, il y avait quelqu'un qui demandait est-ce que c'est possible d'utiliser aussi une forme géométrique au lieu du tableau pour les valeurs nutritionnelles ou pour donner des informations? Oui, on peut utiliser les formes géométriques, mais juste comme à titre info. Et donc, il faut bien mettre les chiffres dans le format ou vraiment chiffré dans l'étiquette. Mais vous pouvez ajouter quelque chose, un élément visuel pour renforcer le message. Voilà. Donc, je crois qu'on a entre-temps répondu à toutes les questions. On peut passer au sujet suivant, donc ce qui est plutôt microbiologie et hygiène. Et donc, la qualité microbiologie, pour nous, c'est quand même très important parce que là, on va voir est-ce que le produit est propre à la consommation, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un impact sur la santé de nos consommateurs, parce que, de nouveau, on parle de la santé et la vie de nos consommateurs. Je crois qu'on a eu les exemples dans les médias l'année passée, donc avec Ferrero et avec Barry Callebaut, là, donc on ne veut pas prendre le risque d'avoir un listeria ou salmonelle dans votre produit ou sans que vous le savez ou sans que vous avez pris une action. Donc, c'est quand même très important de porter assez d'importance à la qualité microbiologique et le HACCP. Donc, on va toucher les 2 sujets, donc le HACCP et la date limite de consommation. Et là, on va toujours utiliser des critères belges et européens. Donc, souvent, les critères européens sont traduits dans des critères belges et parfois, les critères belges sont encore plus stricts que les critères européens. Donc, j'espère que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais donc c'est obligatoire d'avoir un système autocontrôle. Donc, l'AFSCA oblige d'avoir un système autocontrôle. Donc là, j'ai mis le lien vers le site web de l'AFSCA où vous trouvez toutes les informations sur l'autocontrôle. N'oubliez pas qu'il y a des guides autocontrôle disponibles, soit des guides autocontrôle génériques qui sont fournis par l'AFSCA, soit des guides autocontrôle spécifiques pour votre secteur. Et là, vous pouvez normalement les acheter via l'association sectorale ou donc vous utilisez le guide autocontrôle fourni par l'AFSCA. Donc, c'est une obligation, donc ce n'est pas facultatif, donc c'est vraiment obligatoire d'avoir un système d'autocontrôle. Ce qui est décrit dans le règlement européen 178 de 2002 et également dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003. Et là, on parle de l'autocontrôle, la traçabilité et la notification obligatoire. Donc, un système autocontrôle, en gros, consiste en 3 éléments. Donc, ce sont des programmes prérequis, le système HACCP et des systèmes management système de gestion. Le système management système de gestion, on ne va pas en parler ici lors du PowerPoint, mais là, c'est surtout d'avoir un système qui décrit comment vous gérez votre société, comment vous gérez les plaintes de clients, comment vous gérez tous les processus en général. Donc, les programmes prérequis, il faut les établir avant que vous pensiez même à HACCP. Avant la HACCP. Et donc, il ne faut pas commencer un exercice HACCP avant que vous avez établi des programmes prérequis, sinon votre plan HACCP sera trop large et trop élaboré parce que normalement,
pas mal de sujets doivent être couverts par les programmes prérequis. Par exemple, les programmes prérequis vont définir comment vous faites le nettoyage et la désinfection de vos ateliers, comment vous gérez les utilitaires, donc par exemple l'eau ou l'air. L'air peut être aussi une source de contamination. Comment vous gérez l'hygiène et la formation de votre personnel, comment vous gérez les allergènes, qui définit la gestion de l'infrastructure, la gestion des déchets, le contrôle des nuisibles, de la traçabilité. Donc, tout ça doit être décrit dans vos programmes prérequis. Donc, vraiment, c'est la gestion basique de votre société pour garantir la qualité microbiologique de vos produits. Donc, dès que vous avez les programmes prérequis, alors vous pouvez passer à la HACCP. Donc, HACCP, c'est Hazard Analysis of Critical Control Points. Et ça se consiste en 7 principes importants. Donc, le premier, c'est identifier tous les dangers. Donc, il faut faire une analyse de risque. Puis, il faut identifier les points critiques de contrôle, donc les CCP de HACCP. Il faut établir des seuils critiques pour les critical control points ou pour les points critiques de contrôle. Donc là, on va définir des limites critiques. Puis, on va établir et appliquer des procédures de surveillance pour ces limites ou pour des points critiques. Donc, ça s'appelle le monitoring. Puis, on va établir des actions correctives. Donc, si on dépasse les limites, qu'est-ce qu'on doit mettre en place ou qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, quelles sont les actions? Il faut établir des procédures de vérification et puis il faut établir des documents et registres adaptés, documentation, parce que quand ce n'est pas noté ou enregistré quelque part, il n'y a pas de preuve de ce qui s'est passé et donc l'AFSCA ne sera pas très content. Si nécessaire, il faut faire un plan d'échantillonnage. Donc, par exemple, d'échantillonnage de votre eau que vous utilisez, de vos produits primaires, de vos produits finaux, donc en fonction de votre type de produit et en fonction de votre processus. Donc, comment est-ce qu'on peut faire le plan HACCP? Donc, il y a 4 étapes à suivre. Donc, d'abord, il faut composer votre équipe HACCP et ça doit être une équipe de préférence multidisciplinaire. Comme ça, vous avez quand même plusieurs points de vue qui vont faire le plan HACCP. Il faut déterminer la scope de votre plan. Donc, ça veut aussi dire jusqu'où est-ce qu'on va aller. Il faut décrire les produits. Il faut décrire ou identifier l'utilisation prévue de vos produits. Il faut puis élaborer un diagramme de flux, donc pour visualiser de A à Z qu'est-ce qui se passe dans votre atelier ou comment entre achat de vos produits primaires jusqu'au moment que vous mettez quelque chose sur vente. Comme ça, on va vraiment visualiser toutes les étapes. Puis, il faut voir que ce diagramme est vérifié sur place. Donc, peut-être que vous avez oublié quelque chose. Donc, c'est le moment de le vérifier et adapter. Sur base de ce diagramme de flux, il faut faire une analyse de risque. Sur base de cette analyse de risque, on va définir des critical control points. Donc, ce sont des points critiques où on risque d'avoir... donc, par exemple, souvent, ce sont des points qui ont un lien avec chauffer un produit. Donc, si on va stériliser ou pasteuriser, la température n'est pas respectée, par exemple, ça, c'est un point critique. Et ce sont des points qui risquent de ne pas être couverts à 100% avec les programmes prérequis. On va définir les limites critiques pour cette critical control point ou les points critiques. On doit donc commencer la surveillance, le monitoring des points critiques. Si nécessaire, il faut faire des analyses. Et donc, avec des analyses, vous pouvez garantir ou démontrer que la surveillance est bien faite et que vous respectez bien les limites. Il faut décrire alors les actions correctives, il faut les documenter, il faut vérifier le produit et le plan HACCP, et puis il faut encore valider le plan HACCP. Donc, il y a quand même pas mal d'étapes à suivre, mais dès que vous avez un bon plan HACCP, vous êtes un peu plus à l'aise pour la gestion de vos produits et l'AFSCA
va aussi voir que vous maîtrisez votre processus et la qualité de vos produits. Voilà, donc je vais encore juste voir s'il y a encore des questions. Sinon, je passe la parole à Tanguy qui est ici à côté de moi. Comme lui, il est notre responsable microbiologique et lui va vous orienter dans tout ce qui est qualité microbiologique et déterminer la date limite de consommation ou date durabilité minimale de vos produits. Alors, bonjour tout le monde. Comme Jürgen l'a dit, déterminer une DLC, c'est obligatoire pour vos produits. Ça fait partie c'est un des critères les plus importants pour pouvoir vendre une denrée alimentaire en Belgique. Alors, il faut savoir que globalement, une DLC ou une DDM, elle est valable pour une recette avec certains ingrédients, un process de fabrication et un emballage. Dès que vous allez modifier l'un de ces éléments, il faut logiquement revalider votre DLC. Alors ça, c'est la théorie. On sait parfois que certains d'entre vous ont une multitude de recettes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous demander conseil parce qu'il est parfois possible de déterminer une DLC pour un produit et étendre cette DLC à d'autres produits. Si par exemple, vous produisez 10 soupes, vous ne devez pas faire la DLC pour les 10 soupes. Si vous en faites une et puis que vous étendez aux autres, c'est tout à fait accepté. Alors, pour certains types de produits, on n'est pas obligé de commencer par faire un projet DLC. Par exemple, les produits stérilisés. Le premier test qu'on peut faire, qui est un test qui est peu onéreux, c'est un test de stabilité. Le principe, c'est de porter les échantillons à différentes températures et de vérifier si le produit est stable. Ça, c'est un premier rempart. Puis, pour les produits pasteurisés ou les produits frais, à ce moment-là, on part vraiment sur un projet de DLC et on va voir en détail ce que c'est exactement. Un petit point d'attention pour la pasteurisation et la stérilisation. Si vous pensez que votre produit est pasteurisé ou stérilisé, il faut vraiment vérifier la température à cœur. Stérilisation, c'est entre 121 et 130 degrés et pasteurisation, c'est 70 degrés. Plus la durée est longue, plus vous allez évidemment être efficace au niveau de la destruction des germes. Comment est-ce qu'on détermine une DLC ou une DDM? C'est pas en claquant des doigts, ce sont via des analyses en temps réel. Ça, c'est un petit peu souvent la déconvenue qu'ont certains clients, surtout ceux qui font des produits assez stables, qui se conservent longtemps dans le temps. C'est que si vous pensez que votre produit se conserve 6 mois, il faudra 6 mois pour prouver par des analyses que ce produit se conserve 6 mois. Il y a souvent un mythe qu'on entend d'analyse accélérée qui permettrait en une semaine de dire si le produit va se conserver pendant 2 ans. En théorie, ça existe pour de grandes firmes qui n'ont qu'un ou deux types de produits et qui connaissent leurs produits par cœur. Mais maintenant, c'est toujours la microbiologie présomptive, donc ça ne reflète pas la réalité et on est en fait obligé de faire une analyse ADLC pour pouvoir valider la DLC. Ça se fait sur différents emballages et à différents moments. Je prends un exemple. Si vous produisez un plat préparé et que vous pensez qu'il va se conserver 14 jours, on peut vérifier, par exemple, tous les 5 jours que le produit se consomme encore, ce qui veut dire qu'on devra faire une analyse à J+5 sur un échantillon complet, une analyse à J+10 sur un autre échantillon, et puis une analyse à J+15 sur un dernier échantillon. Tout à l'heure, j'ai évoqué les tests de stabilité. Comment est-ce qu'on fait un test de stabilité? On prend 3 emballages du même produit. Il y en a un qui reste à température ambiante, un autre qui est placé en étuve à 37 degrés et un autre à 55 degrés pendant une semaine. Puis nous, on les ouvre et on regarde. Est-ce que le produit est stable? Est-ce qu'il y a eu croissance bactérienne? Est-ce qu'il y a modification de l'odeur, de l'aspect, de la couleur? Et sur base de ça, on peut vous dire si le produit est stable et s'il pourra effectivement se conserver aussi longtemps qu'espéré. Quand on fait une étude DLC, sur quoi on se base pour dire que le produit est consommable? On n'a pas inventé ça. Comme Jürgen l'a dit tout à l'heure, notre premier rempart, ce sont les critères européens, puisqu'on fait partie de l'Union européenne. Et ces critères européens, ils sont traduits par une réglementation APSCA. Le problème, c'est que cette réglementation, elle est un peu trop légère. Il y a seulement certains paramètres, certains germes qui sont repris dans cette réglementation. Si vous vous limitez à ça, étonnamment, l'APSCA ne va pas se contenter de ça. Et donc, nous, on vise un peu plus large et on se base sur des critères de l'Université de Gand, du Grand-Duché de Luxembourg et parfois d'autres sources. Et en général, on combine.
Ces critères, ça correspond à quoi? En fait, c'est un ensemble, en fonction du type de produit, on est capable de dire quels sont les germes qui peuvent potentiellement se retrouver dans le produit. Et ensuite, on regarde, voilà, est-ce que dans votre produit à vous, on ne dépasse pas les seuils tolérés de ces germes? Il y a différents seuils. Il y a des seuils qui sont les seuils qu'on essaye d'atteindre, qui sont les mieux, et puis il y a des seuils à ne pas dépasser. Si un produit dépasse ces seuils-là, fatalement, il est considéré comme étant impropre à la consommation. Nous, de notre côté, comment est-ce qu'on va établir un planning DLC? On a besoin d'informations de votre part, à savoir la recette et les ingrédients, la façon de préparer et d'emballer, et éventuellement la DLC que vous estimez ou que vous souhaitez pour votre produit. Sur base de tout ça, nous, on fait nos recherches et puis on vous propose un planning et évidemment les paramètres à analyser. C'est là la force de Brucefo par rapport à d'autres laboratoires privés, c'est que souvent, si vous allez dans le privé, le laboratoire va vous demander, voilà, qu'est-ce que vous voulez analyser, à quel moment, et ça s'arrête là. Nous, notre accompagnement, ben, c'est ça notre force, c'est qu'on va vous écouter, on va vous conseiller, on va vous dire ce qui est obligatoire, vous dire ce qu'on recommande en plus, et puis sur base de ça, ben, soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord, on discute un peu, et on peut lancer un planning DLC. Ça, c'est simplement un exemple de planning. Comme vous voyez, il y a différentes colonnes qui correspondent chacune à des agents pathogènes ou potentiellement pathogènes différents. Et puis, chaque ligne, c'est une date d'analyse différente. Si on se lance à faire des analyses DLC pour votre produit, c'est pas parce qu'on signe une offre dans laquelle on indique qu'on va faire des analyses pendant 6 mois qu'on fera obligatoirement les analyses pendant 6 mois. Si au bout de 2 semaines, on se rend compte qu'il y a un problème dans la préparation de votre produit et que le produit, les résultats ne sont pas ceux attendus, on arrête les analyses. Par contre, dans un autre sens, il y a le principe de validation du temps passé. C'est-à-dire que si vous, votre objectif, c'est de maintenir un produit, d'avoir une DLC d'1 mois, qu'on fait une analyse à 1 semaine, si les résultats sont bons, vous avez les résultats à 1 semaine et vous êtes certain de pouvoir vendre le produit avec une DLC à 1 semaine. La seule responsabilité que vous avez, c'est tout ce qui est aspect organoleptique, donc le goût, l'odeur, l'aspect. Ça, on ne s'en occupe pas pour la simple et bonne raison que c'est un aspect marketing. C'est pour ça que quand on lance un programme DLC, c'est toujours quelque chose qui se fait main dans la main, parce que si nous, on prévoit de faire des analyses pendant 2 mois et que vous, au bout d'1 mois, vous vous rendez compte que le produit n'a plus l'aspect que vous voulez, par exemple, il y a des pâtisseries qui retombent ou parfois la couleur change. Si vous savez que vous ne voulez pas mettre sur le marché quelque chose comme ça, vous nous prévenez et à ce moment-là, on ne fait pas des analyses après ce temps passé. Si on a atteint la DLC souhaitée, ben voilà, tant mieux. On vous remet un rapport qui dit que votre produit peut se conserver telle durée à telle température et ça vous permet d'afficher une DLC sur votre produit. Comme je l'ai dit, si l'aspect organoleptique n'est pas acceptable selon vos critères ou bien que les résultats microbiologiques ne sont pas conformes à ce qu'on attend, on arrête évidemment les analyses, ça ne sert à rien de continuer. Quelques petits conseils supplémentaires concernant la DLC. Dans la mesure du possible, à chaque fois que vous faites un lot et que vous le vendez, vous pouvez conserver un emballage chez vous, dans les bonnes conditions évidemment. L'idée, c'est de pouvoir surveiller le produit en même temps qu'il est sur le commerce et puis éventuellement, si jamais vous avez une plainte d'un client, de pouvoir fournir cet emballage témoin et de vérifier qu'il n'y avait pas de problème au niveau de votre production. Si vous faites des analyses et que nous, on vous dit que le produit peut se conserver 180 jours, que vous décidez de mettre une DLC à 150 jours, pourquoi pas? Par contre, mettre 200 jours, ça non. Mettre une DLC plus longue, vous n'avez aucune base pour le faire, c'est risqué. Voilà, votre produit est en vente une fois que vous avez fait toutes ces étapes. N'oubliez pas, après un changement important de recette ou d'emballage, de revalider la DLC. Il faut savoir aussi qu'à partir du moment où vous utilisez de l'eau, que ce soit dans vos recettes ou même pour le nettoyage de vos ustensiles ou de vos machines, vous devez démontrer la potabilité de l'eau. C'est en général une analyse qui se fait 1 fois par an. Si vous utilisez beaucoup d'eau, on augmente les fréquences, mais ça, on peut aussi vous conseiller là-dessus. Une fois que votre produit est en vente, ne pas hésiter à faire des analyses ponctuelles régulièrement, notamment dans le cadre de votre plan HACCP. En cas de doute, on peut toujours contrôler aussi vos ingrédients, vos produits primaires, et puis tout ce qui est analyse environnementale dans le cadre de votre projet de votre plan HACCP, on peut également s'en occuper. Je regarde parce qu'il y a des petites questions. L'étiquetage.
Dans le cas où nous souhaitons exporter un produit à l'échelle européenne et internationale, l'étiquette doit être adaptée pour chaque pays. Oui, effectivement. Donc, nous, la législation sur laquelle on se base, c'est la législation européenne et légèrement adaptée à la Belgique. Si vous voulez exporter, il faut regarder la législation des autres pays. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais pourquoi pas y jeter un œil avec plaisir. Peut-on utiliser un QR code pour mettre certaines informations afin de désencombrer les étiquettes qui sont déjà bien remplies? Le QR code est actuellement légèrement toléré par l'AFSCA pour les gens qui font du business to business et qui mettent des QR codes pour relier à leurs fiches techniques. Maintenant, comme Jürgen l'a dit tout à l'heure, il a bien énoncé tous les critères qui devaient être présents sur l'étiquette et les éventuelles exceptions. Si votre produit ne tombe pas dans les exceptions, malheureusement, vous ne pouvez pas vous abstenir de mettre toutes les mentions légales sur l'étiquette. Je vais laisser Jürgen terminer la présentation. Merci Tanguy. J'aimerais bien encore revenir sur la question sur l'exportation. Donc là, on se base sur une législation européenne. Donc tout ce qu'on vient de discuter sur l'étiquetage, c'est valable pour toute l'Europe. Mais donc, il faut tenir compte avec la langue du pays où vous voulez vendre un produit. Si on parle des autres pays tiers, donc les pays tiers hors Europe, on veut bien une fois avoir la législation locale en fonction de votre type de produit. Donc, n'hésitez pas de nous contacter. On veut bien voir si on peut vous aider. Et puis, est-ce qu'il y a encore... Non, on a répondu tout. Donc, mais n'hésitez pas d'encore poser des questions. Si on n'a plus le temps de les traiter aujourd'hui, on va les traiter par mail. Donc, si vous avez encore besoin d'aide, il y a encore des autres partenaires de services publics ici cités. Donc, c'est notre propre site web bruxelles.brussels. Il y a le 1819 qui est là pour tout ce qui est administration, donc votre plan business. Pour les subventions, il y a les primes PME.brussels. Si vous avez un produit bio, vous pouvez aller voir sur le site web économieemploi.brussels. Là, vous allez retrouver notre propre site web là aussi. Et puis, économieemploi.brussels a toutes les informations que vous avez besoin pour lancer un business. N'hésitez pas de nous contacter. Même si on ne sait pas vous aider, on va vous orienter vers un partenaire ou une autre organisation qui a plus d'expertise sur le champ ou sur le domaine nécessaire. Donc, n'hésitez pas. Donc, en général, comme on vient de dire, notre accompagnement, c'est vraiment sur mesure. Donc, on va vraiment écouter et voir comment on peut vous aider. Ce n'est pas notre but de gagner de l'argent sur votre dos. Au contraire, on va chercher des façons, des moyens les moins chers pour vous pour être aidé. N'hésitez pas de prendre rendez-vous avec mes collègues pour vraiment discuter à l'aise votre projet. Donc, le rendez-vous, c'est gratuit. Tout ce qui est accompagnement et conseil, c'est gratuit. Les analyses, en général, sont payantes, mais donc, ce sont des tarifs assez favorables ou corrects, conformes au marché. Donc, mais on va toujours voir comment on peut vous aider le moins cher possible. Entre-temps, je vois encore deux questions. J'ai entendu dire que des fabricants peuvent rajouter des insectes dans les recettes sans devoir les mentionner. Je ne peux pas le confirmer et contrairement, je crois que c'est quand même obligatoire. En tout cas, la liste des ingrédients, c'est obligatoire, sauf les exceptions qu'on a parlé. Donc, ça me semble fort que les insectes ne doivent pas être mentionnés, sauf si c'est un accident, qu'il y a un insecte qui est tombé là-dedans. Et puis, voici un document. Ah, ok, et encore un document qui est envoyé, mais ça, je n'ai pas lu, mais Kevin peut en voir ou on peut voir plus tard. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions ou bien via le chat ou ici. Je crois qu'on a encore 5 minutes. Voilà, je vais déjà te remercier énormément, Jürgen, et ton équipe pour cet exposé très intéressant, très clair
même quand c'est une matière très technique. Pendant le temps qu'il y a peut-être encore quelques questions qui arrivent, je vais faire un peu de promo pour les activités suivantes du Rabat. On aura bientôt un speed date avec les lauréats bicirculaires en lien avec l'alimentation durable et on va faire une visite de après-service pour une discussion sur le rôle des ETA et des entreprises d'économie sociale dans le secteur de l'alimentation durable. Donc, ceux qui sont abonnés sur le newsletter du Rabat vont bientôt recevoir les invitations. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite de vous abonner rapidement. Et donc, les slides seront envoyés par ma collègue Louise, soit demain, soit le début de la semaine prochaine. Et comme ça, vous avez toutes les infos. Et sinon, comme Jürgen a dit, n'hésitez pas à lui contacter si vous avez encore des questions En effet, on va vous supplémentaires. envoyer, Rob, les slides demain matin, comme ça, vous pouvez l'envoyer dès que ça vous arrange. Et je vais quand même encore en profiter de remercier Rob et son équipe pour l'invitation, pour la collaboration. C'était un honneur de pouvoir collaborer de nouveau avec vous. Donc, merci pour l'invitation et merci pour les participants, pour toutes les questions qu'on a vues, qu'on a lues. Ça démontre quand même que c'est un sujet qui vit chez les gens. Je vois une question dans le chat, mais je pense que c'est pour moi. Donc, les ETA sont les entreprises de travail adaptées. L'événement aura lieu chez Après Service. C'est en collaboration avec le FEBRAP, qui est donc l'organisation sectorielle. Et normalement, Nopilif sera présent aussi parce que Thierry Valentin de la ferme Nopilif, il est dans notre conseil d'administration et c'est un peu à sa demande qu'on organise cet événement. Donc voilà, j'espère que Ferme Nopilif sera présent aussi. Voilà, mais donc plus d'infos rapidement dans le newsletter du Rabat. Voilà, alors je propose de clôturer. Encore une fois, merci à vous tous et surtout à l'équipe de Bruxefo. Et j'espère de vous revoir rapidement à un autre webinaire du Rabat. Au revoir et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.